Ok. Bonsoir à tous, merci de votre patience, bienvenue. Désolé pour le petit checking à l'entrée, on est un petit peu obligé, parce qu'il y avait beaucoup sur cette thématique. Vraiment, continuez à respecter, à mettre à jour vos statuts, parce que c'est vraiment important pour nous, en termes de sécurité et autres. C'est un peu chiant de commencer par ça, mais c'est important. Donc merci encore d'être venus. Si ça pouvait fonctionner pour une fois, voilà. Donc bienvenue. Donc là, petit sujet aujourd'hui. Vous m'entendez pas bien, c'est ça? Non, le micro en fait, c'est juste pour YouTube. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Ça va mieux? Non, toujours pas? Je n'ai pas compris. Eh ben, parce que c'est juste pour YouTube, en fait, il n'y a pas de micro ici. Désolé. Oui, ça arrive souvent. Non, mais vous en faites pas, c'est normal. Donc bah, merci beaucoup. Deuxième meet-up pour nous sur l'AR et la VR. La dernière fois, on avait permis de tester pas mal de casques de réalité virtuelle. Là, on voulait continuer à approfondir ce sujet et qui, je pense, est encore à conquérir. Donc, on va pour ça avoir une petite introduction de Bruno Rouanet, qui est un UX designer de chez nous, qui adore la VR et la AR. Étienne Pinchon, qui du coup est juste ici, merci à lui. Qui est très très doué, et vous allez comprendre. Et Sabine Condiescu, du coup, qui a travaillé pas mal dans l'AR, qui est une passionnée aussi, et très très intéressante avec qui discuter. Donc voilà, n'hésitez pas, on continue à recruter, donc vous croiserez dans les couloirs après, pendant les pizzas bières, différentes personnes de chez nous qui sont la partie recrutement, mais vous allez aussi croiser des UX designers, UI designers et plein d'autres avec qui échanger. L'idée, c'est vraiment d'échanger, qu'on partage tous ensemble. C'est vraiment le principe de nos meet-up. Donc voilà, n'hésitez pas à tweeter aussi en mentionnant les speakers et vous-même et le petit hashtag. Et le jeu concours de ce soir, c'est un drone avec un casque VR. VR, je crois, c'est bien ça. Donc il y a une petite tablette qui va tourner qui est juste ici, avec le petit formulaire. Et donc voilà, et je vous souhaite un bon meet-up à tous. Dès qu'il fait un peu chaud, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres. On ne contrôle pas trop la température de la pièce. Mais voilà, donc je vous laisse en premier avec Bruno Rouanet. Merci beaucoup. Et bon meet-up. C'est parfait. Bonsoir à tous. Écoutez, c'est parti. Vous êtes prêts? Are you ready? Donc, je vais vous parler un peu de l'AR. C'est un sujet que j'expérimente auquel je m'intéresse depuis pas très longtemps. Et tout a commencé avec un article que j'ai rédigé pour le blog du X où je faisais un petit panorama des apps qu'on trouvait en AR sur l'App Store au moment de la sortie de l'ARKit. Voilà, et pour vous donner un peu le contexte de pourquoi je m'intéresse au sujet. Mais vous allez voir, ce n'est pas que pour ça. On commence tout de suite avec ma première partie, que j'ai appelée très malinement vulgarisation. Voilà. Quand j'ai commencé à regarder un peu, à m'intéresser à l'AR, je me suis dit, au final, l'AR, on en parle depuis un moment, on se souvient tous de Pokémon Go. C'était la première sensation AR disponible grand public, si j'ai envie de dire. Voilà. Depuis, avec l'arrivée de l'iPhone X ou 10, c'est comme vous voulez, voilà, on a des choses comme ça qui sont arrivées qui relèvent aussi de l'AR. Ikea nous a fait, grâce à une superbe app pour poser des tabourets dans nos appartements vides. Et enfin voilà. Et aussi l'AR, c'était tout un tas d'apps pour remplacer le maître. Je me suis dit, bon, l'AR, après ce constat, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une série d'apps un peu gadget. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai voulu comprendre l'engouement derrière. Pourquoi cet engouement? Et j'étais un peu vite puisque d'abord je voulais vous parler d'ARKit et ARCore qui sont les technos qui ont permis depuis quelques mois cet essor d'enthousiasme et d'intérêt pour l'AR. L'ARKit, c'est le framework développé par Apple, et ARCore, le nouveau nom du projet Tango, qui est le framework de Google, et qui tourne voilà, tous les deux sur
sur leurs OS mobiles respectifs. Et donc, ce qui explique aussi l'engouement et la prolification d'apps en AR depuis l'arrivée de ces technos, c'est que ça a permis aux développeurs de ne plus avoir à créer toute la technologie, toute la brique fonctionnelle de réalité augmentée, d'utiliser l'appareil. C'est vraiment des raccourcis et tout est prêt, c'est clé en main et les développeurs n'ont plus qu'à se concentrer sur l'app et l'usage qu'on en fait derrière. Un petit tour des technos autres que l'ARKit et ARCore. Le casque HoloLens que vous connaissez, voilà, de Microsoft. Microsoft qui sont très à la pointe sur ce sujet. Voilà, un petit tour sur de possibles lunettes. Alors là, on est vraiment dans la rumeur, que ce soit entre le Magic Leap qu'on attend depuis une paire d'années et le projet T288 qui n'a pas de nom officiel pour l'instant, qui est le headset sur lequel serait en train de travailler Apple de leur côté. Et donc, pourquoi cet engouement ? Pourquoi cet engouement ? Voilà, au cours des 5 prochaines années, l'accent sera mis sur la réalité mixte, qui apparaît comme l'expérience immersive de choix. C'est-à-dire qu'on va doucement glisser entre l'AR et la VR. Et voilà. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, on a tendance à penser que ce sont des technologies binaires. C'est-à-dire qu'on a le choix, soit on fait une expérience en AR, soit on crée des expériences en VR. Et en fait, je me suis rendu compte, en fouillant, en m'intéressant au sujet, qu'il y a toute une palette d'expériences et de possibilités de réalités différentes qui existent. Et ce qu'on appelle la réalité mixte ou la mixed reality, la MR. Voilà, qu'est-ce que c'est que la réalité mixte ? La réalité mixte, c'est la fusion du monde réel et du monde virtuel, voilà, pour produire un nouvel espace, un nouvel environnement, une nouvelle réalité. Et là, je me suis dit, ok, comment on conceptualise, comment on comprend, comment on théorise toutes ces différentes réalités. Donc pour commencer, j'ai cherché sur Internet, bêtement, et j'ai trouvé le continuum de virtualité de Milgram, et qui explique de manière très simple et très visuelle que d'un côté, voilà, on a l'environnement réel, de l'autre côté, on a l'environnement virtuel, et puis la réalité augmentée et la virtualité augmentée sont deux états de réalité différentes, de réalité modifiée, qui, entre ces deux points, voilà, ça me semblait assez simple à comprendre, entre ces deux points, on a un panel de différentes réalités qui va de la réalité augmentée en passant par la virtualité augmentée. La virtualité augmentée, c'est comment le monde réel interagit avec un monde virtuel. Et puis, je me suis dit, franchement, cette échelle est un peu trop simple. Ce serait vraiment trop facile si c'était que ça. Donc, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé cette jolie matrice qui est quand même un peu plus sexy. C'est une matrice qui a été mise au point et pensée par Joseph Pine, qui est un chercheur canadien, qui s'intéresse à tous les sujets de multiverse et de réalité, et qui essaye de schématiser, de conceptualiser l'ensemble des possibilités qu'offrent les différents types d'altération de la réalité. Donc, pardon, comme vous voyez, c'est très clair. Il y a une petite vidéo que vous pourrez retrouver, je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que je pense qu'on n'aura pas énormément de temps, mais qui dure 4 minutes et où il explique très bien avec des cas très concrets, voilà, ce que je vais faire aussi, mais en vidéo c'est toujours plus cool. Voilà, et donc
de cette matrice, il en détermine 8 domaines du multiverse, comme ils appellent, donc 8 types, une sorte de typologie, il fait une typologie de différentes altérations de réalité ou altérations de virtualité. Et il commence tout simplement en précisant, en rappelant que la réalité, en fait, c'est une composante temps, une composante espace et une composante matière. Avec ces trois composantes, on va pouvoir exprimer toute cette palette de différentes réalités. Donc on a par exemple alors la réalité, bon, on la connaît, c'est celle qu'on expérimente tous les jours. La réalité augmentée, c'est le temps, l'espace et pas de matière. Et il fonctionne comme ça en enlevant à chaque fois comme une équation, il ajoute des briques, il a défini ces 6 briques qui sont le temps et pas de temps, la matière, pas de matière, et l'espace, pas d'espace. Donc en composant simplement avec ces 6 briques, il obtient ces 8 domaines de différentes réalités. Quelques exemples. À noter que, voilà, quelques exemples, on n'est pas forcément dans le futur où on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ces trucs ?» En fait, pour la plupart, ces concepts de réalité augmentée, de virtualité augmentée existent depuis quelques temps déjà. Là, un exemple assez récent avec le Nintendo Labo et toute leur panoplie de gadgets augmentés en carton. Donc là, typiquement, on est dans un cas de virtualité augmentée, c'est-à-dire que ça va être l'utilisateur, le monde réel, qui à travers des objets ou un input réel, va venir augmenter un monde virtuel, un monde numérique. On le voit, assez dingue, le Nintendo Labo, ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Un autre exemple aussi assez classique, quand on y pense, on se dit jamais, ah ouais, je faisais déjà de la modification de réalité quand je mettais la photo de mon chien sur une tasse. Donc là, ce qu'ils appellent la virtualité physique, c'est-à-dire que le simple fait de prévoir, vous avez tous déjà fait des cartes de visite, vous avez tous imprimé des t-shirts en ligne, des choses comme ça, le simple fait de prévoir cet objet virtuel avant qu'il existe, on est déjà dans un changement et dans une modification de la réalité. Ici, en l'occurrence, de virtualité. Il y a aussi un autre exemple de réalité dont parle Pine dans son théorème, dans son concept, c'est la réalité alternée. La réalité alternée, par exemple, ce sont les ARG. Je ne sais pas si vous connaissez les ARG, ce qu'on appelle des jeux en réalité augmentée. Des jeux en réalité alternée, pardon, excusez-moi. Ça devient compliqué, ça commence tous par A. Ils commencent tous par A. Donc les jeux en réalité alternée, ce sont grosso modo des chasses au trésor complètement asynchrones. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Lost, la série. Voilà, entre 2 saisons, les créateurs de Lost écrivaient des jeux ARG et pour teaser la prochaine saison, donner des indices sur l'univers de la série. Et donc, ils mettaient en place des faux websites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un site de la Dharma Initiative et voilà, ce genre de trucs. Et ils venaient donner des indices et donner des indices pour suivre en même temps et poursuivre le jeu et les gens jouaient beaucoup à ça. Ça marche pas trop chez nous, ça marche beaucoup dans les pays anglo-saxons qui sont très friands de ce genre de choses. Et ce qui est intéressant avec les ARG, c'est que l'expérience est créée par l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que si personne ne joue, il n'y a pas d'expérience. Et elle n'existe pas en elle-même. C'est un numéro de téléphone caché dans une pub, une boîte vocale. Ils avaient fait des boîtes vocales où ils avaient laissé des messages, des indices sonores. Ils servaient beaucoup des SMS et ce genre de choses pour envoyer des indices. Voilà pour ça. Et puis j'ai perdu ma transition, donc hop,
On continue. Réalité future. Réalité future, là je vais vous parler d'un peu de... Une fois qu'on a cette théorie, qu'est-ce qu'on fait avec? Quels sont les possibles? Qu'est-ce qui va être possible d'imaginer dans les 5, 10, 15 prochaines années? Pour ça, voilà, j'ai besoin, vous connaissez. Voilà, j'invoque Aurélien Fache, que j'avais vu à un meet-up de l'Anuma, et qui m'a donné envie vraiment de m'intéresser au sujet, parce que c'est la façon dont il parle de l'AR et puis de toutes les réalités différentes, les réalités mixtes, étaient vraiment inspirantes. Donc je vous laisserai dans la presse, pardon, à la fin, il y a un lien vers sa presse que vous peut-être connaissez, mais que vous connaissez, si vous ne la connaissez pas, pardon, vous pourrez aller voir. Des choses très très bien. Et un exemple qui est assez frappant et qui moi m'a dit bah ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire. Il imagine ce que serait Adblock dans la réalité si on avait une paire de lunettes ou des lentilles connectées qui nous permettent d'expérimenter le monde différemment. Il y a tout un tas d'exemples dans ces prêts que je ne vais pas vous ressortir ici. Et le futur, c'est aussi ça, c'est quel va être l'intérêt de l'AR sur des choses beaucoup moins gadgets et beaucoup moins frivoles. Gadget que se prendre en photo avec des oreilles de Mickey. Et ça ne marche pas. Eh bien tant pis, vous ne verrez pas. Ah si. Ok. Si vous pouvez passer en 4G et arrêter de bouffer le Wi-Fi. Non, je plaisante. Bon, ça ne marche pas, tant pis. Je vais vous décrire... Ah, putain. Ouais. Ah. Voilà. Donc, une des applications de l'AR qui serait là plutôt dans le milieu professionnel B2B. C'est une entreprise, c'est un Veolia américain qui doit gérer le réseau d'eau et donc qui a imaginé comment l'AR pourrait aider les gens, merci, les professionnels et ses collaborateurs dans leur travail d'entretien et comment détecter plus rapidement sans péter la route qu'un tuyau fuit ou qu'il y a tel ou tel problème à tel ou tel endroit. Eh bien, évidemment, maintenant, ça ne marche plus. Tu crois? Non. Ah, et je déteste ça. Andrea, j'ai cassé ton Mac. Voilà, c'est reparti. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc ça c'est quelques exemples de ce que nous réserve entre guillemets le futur. Mais un des points intéressants, et c'est quelqu'un qui en parle, quelqu'un qui a fondé l'ARKit, qui s'appelle Ori Inbar, et qui a fondé l'ARKit, qui a fondé la start-up, qui a été rachetée ensuite par Apple pour développer l'ARKit. Et lui nous dit carrément que les expériences que nous offrent les applications basées sur l'ARKit et l'ARCore, c'est comme surfer sur Internet sans amis. C'est tellement 1996. Pour lui, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus radical si on veut vraiment avoir des expériences persistantes dans un monde réel à travers l'espace, le temps et les devices qu'il appelle l'AR Cloud. Et l'AR Cloud, alors l'AR Cloud, qu'est-ce que c'est? En gros, l'AR Cloud, les mecs qui théorisent ça ont le projet un peu fou de vouloir mapper, de vouloir faire une cartographie virtuelle du monde réel entier pour pouvoir s'en servir comme une couche d'informations supplémentaires, persistante, collaborative,
que tout le monde pourrait accéder avec tel ou tel device, que ce soit un téléphone, un headset, un casque. Voilà. Donc ça, en ce moment, c'est la grosse tendance un peu américaine et les mecs sont chauds, quoi. Ils y vont et je pense que bientôt, voilà. Un petit exemple de ce que ça pourrait donner, une application qui vivrait dans l'AR Cloud. C'est-à-dire que là, on a 4 amis qui jouent à un jeu de société en réalité augmentée, avec une qui a une vue augmentée du jeu sur sa tablette, comme tous les autres joueurs. Les trois joueurs de gauche sont physiquement présents dans la pièce. Et leur ami à droite est en remote depuis un autre endroit. Et grâce à l'AR Cloud et à ce scan et à cette cartographie entière du monde réel, elle peut se connecter à l'endroit où sont ses amis et jouer au même jeu. Voilà. Un peu le genre d'expérience et d'interaction qui seront possibles. Mais on n'y est pas encore. Donc, je vous propose de revenir gentiment à la réalité. Voilà, en tant que designer, qu'est-ce que tout ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça change? D'abord, ça change une première chose, c'est-à-dire qu'on va devoir designer des applications qui seront, ou des produits ou des services qui seront plus en 2D. On aura une dimension supplémentaire, on aura la profondeur à travailler, à réfléchir. Qu'est-ce que ça implique en termes d'interaction? Voilà, il va falloir trouver des nouvelles solutions, des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens, des nouveaux gestes pour interagir avec nos applications numériques. Alors, quelques exemples assez cool. Voilà, deuxième impact, c'est que les designers qui vont travailler en réalité mixte ne vont pas créer une expérience basée sur des écrans, mais une expérience basée sur des scènes. C'est-à-dire qu'on va devoir penser l'espace et comment, à l'état de la conception, on peut penser l'espace sans partir dans tous les sens et avoir un guide comme on a nos templates d'écran habituellement quand on fait du web ou des applis 2D. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Prototyper qui a commencé à partager des templates de workflow pour pouvoir concevoir plus facilement des applications en réalité mixte ou réalité virtuelle. Voilà, il va falloir penser à l'endroit, ils ont pensé à plein de choses très sympas. Putain, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Plein de choses très sympas, donc il faut avoir pensé au son, à l'ambiance, où je me situe dans l'espace, et puis il va falloir aussi penser à comment le contenu interagit avec le contenu numérique interagit avec le monde réel. Donc là, quelques exemples d'un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Medium, vous avez peut-être vu passer, qui a été pas mal partagé, et qui explique voilà, comment est-ce qu'on, à l'heure actuelle, on doit penser le contenu, comment est-ce qu'on le pense, comment est-ce qu'on l'intègre dans nos méthodes de conception. Voilà. Comment on fait? Comment on fait concrètement? Voilà, il y a des solutions qui commencent à émerger pour prototyper en VR ou en AR. Une application qui tourne sur l'HoloLens qui s'appelle HoloSketch et qui permet, comme vous voyez, de construire directement, de placer ces objets 3D sur la scène. Il y a d'autres solutions aussi qui existent, comme Poly et Blocks de Google, qui là sont plus du côté création, donc il va falloir se mettre à la 3D, désolé. c'est fini Sketch, c'est fini tout ça, il va falloir faire du volume. Il va falloir se mettre à la 3D et créer des Poly et Blocks qui existent déjà et qui sont déjà utilisés et utilisables.
et qui répertorie tout un tas de modèles tout aussi pratiques ou pas que les autres. Et puis, il y a Hologram, développé par Étienne qui va parler tout à l'heure, qui permet de prototyper directement en s'appuyant justement sur les assets disponibles sur Google Blocks, de prototyper des scènes VR complètes. Voilà, hologram.cool, je vous recommande. Et puis donc voilà, je vous disais, il va falloir se mettre à la 3D, effectivement. Je crois que comme Étienne va nous en parler, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Mais il va falloir se mettre à la 3D et donc passer à des logiciels community qui sont des moteurs de jeu à la base, mais qui est surtout un moteur 3D qui permet de prototyper rapidement ou même de créer complètement des jeux, mais qu'on peut utiliser aussi pour prototyper. Donc voilà, c'est toute cette palette d'outils, qui va changer par rapport à nos outils habituels 2D qu'on utilise quotidiennement. Voilà, quelques points à retenir, quelques points à emporter avec vous. UX et UI-designer joueront un rôle important dans la formation de ces attentes et dans l'établissement de produits utiles. Effectivement, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais ce qui manque aussi cruellement à l'AR, et ce pourquoi on est encore dans un état un peu gadget, et je joue 2 minutes avec mon appli et je l'ouvre plus jamais, c'est qu'il manque beaucoup d'use case. Qu'est-ce qu'on fait avec ça encore? On n'a pas encore l'utilisation. Et si on n'a pas l'utilisation, c'est aussi parce qu'il nous manque encore un chouïa de matériel pour avoir vraiment des expériences complètes. Donc tout ça, c'est en train d'arriver, mais il va falloir être prêt parce qu'il va falloir trouver les cas d'usage pour ces apps. Voilà. Effectivement des opportunités dans les domaines variés. Je lisais un article dernièrement sur l'utilisation de l'AR et de la VR chez Coca-Cola. Ils l'utilisent pour faire de l'assistance du tech support sur leur chaîne de montage. C'est-à-dire que quand une chaîne de montage tombe, l'opérateur de la chaîne met des Google Glass, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, des Google Glass, et appelle le support technique. Et le témoignage disait qu'ils avaient réussi à diminuer de 8 à 1 heure le temps nécessaire pour réparer une machine pour une panne identique, mais voilà, passer de 8 à 1 heure parce que avec les lunettes, le responsable de la machine était sur place et donc pouvait guider le support tech à travers la vidéo et les images et pouvait intervenir directement sur la machine. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je cède la place maintenant à mes liens et mes sources. Voilà, je laisse la place à Sabine. C'est ça ?